Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mille et un crimes. Me voilà à nouveau avec une nouvelle histoire de crime. Cette fois-ci, je vous emmène en Russie et je vais vous raconter l'histoire tragique de Christophe Sion. Cet homme voulait rencontrer l'amour, mais malheureusement, il a rencontré la mort. Voici son histoire. Au début des années 2000, Christophe Sion vit à Paris. C'est un homme d'affaires qui a très bien réussi professionnellement. Il exerce la profession de gestionnaire de patrimoine. Alors un gestionnaire de patrimoine, c'est une personne qui s'occupe de placer et de faire fructifier l'argent des autres. Si Christophe Sion a très bien réussi sa vie professionnelle, il n'en est pas de même pour sa vie sentimentale. On va dire que Christophe, c'est plutôt un vieux garçon célibataire qui a ses petites manies. C'est un homme extrêmement discret, timide, remarquablement cultivé et féru d'histoire. Vous aurez compris que Christophe est plutôt un homme introverti et qui ne sait peut-être pas très bien s'y prendre avec les femmes, et en tout cas, il n'a pas de relation sentimentale durable, il a peut-être que des petites aventures sans lendemain. Donc il mène une existence assez paisible, très proche de sa sœur et de son beau-frère. Mais voilà, la seule ombre au tableau, on va dire, c'est qu'il n'a pas trouvé l'amour. Comme Christophe est passionné d'art, il voyage énormément et un jour, en 2007, il découvre Saint-Pétersbourg et il tombe littéralement amoureux de cette ville. Comme Christophe est un passionné d'histoire, cette ville regorge de beauté historique, d'églises, de monuments. Enfin, il est subjugué par cette ville et il va décider de s'y installer. Christophe va donc emménager dans un très bel appartement dans les quartiers huppés de la ville. Il a tout pour être heureux, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, la solitude lui pèse énormément. Il en a assez d'être seul. Alors pour combler cette vie, ce manque d'amour, il décide de s'inscrire dans une agence matrimoniale russe. Et selon ses critères de sélection, on va lui présenter une dénommée Dina. Donc Dina, c'est une femme qui a à l'époque 35 ans. C'est une superbe femme, grande, mince, blonde, les yeux bleus, enfin le type slave comme on peut l'imaginer, elle est magnifique. Mais elle n'est pas que magnifique, elle est aussi très intelligente. Elle est même brillante. Elle a fait des études de publicité. Elle parle parfaitement bien anglais. Elle a beaucoup voyagé aux USA. Christophe, il est complètement subjugué par cette femme. Il est tombé sous le charme et il est fou de joie, fou de bonheur. Il prévient Barbara, sa sœur, qui est restée en France, et il lui dit, ça y est, moi aussi ça m'arrive, je suis heureux, je nage dans le bonheur, je vais épouser Dina. Alors, le mariage est organisé, Dina devient Madame Sion, et un mois plus tard, elle tombe enceinte. Donc là, Christophe, il exulte de bonheur et de joie. Il a 50 ans et il va devenir papa. Le plus grand de ses rêves se réalise. Et en 2009, un magnifique bébé arrive au monde. Christina est née. Et pour ce faire, Barbara, je vous rappelle qui est la sœur de Christophe, et ce frère et cette sœur sont extrêmement proches, elle va devenir marraine de cette petite fille. Et pour l'occasion, elle va se déplacer en Russie pour assister au baptême. Et là, elle découvre la charmante épouse de son frère, qu'elle trouve charmante, comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'elle est charmante au premier abord. C'est une femme extrêmement agréable, cultivée, drôle, sympathique. Donc Barbara est vraiment absolument enchantée que son frère ait rencontré une femme aussi merveilleuse. Christophe a acheté un très bel appartement dans un superbe quartier de Saint-Pétersbourg et ils ont donc emménagé tous les trois. Donc c'est la petite famille parfaite, je vous rappelle,
Christophe a 50 ans, il est papa, complètement gaga de sa petite Christina, et tout est parfait. Mais en août 2013, plus précisément à la mi-août 2013, ça cloche. Barbara, elle a plus de nouvelles. Plus rien. Silence radio. Je vous rappelle qu'elle est très proche de son frère. Elle est la marraine de Christina et régulièrement, ils se parlent en visio. Ils s'appellent et se donnent des nouvelles. Elle est en France, lui, il est en Russie. Ils sont très proches, donc ils sont en contact très, très régulièrement. Mais là, du jour au lendemain, plus rien. Plus de nouvelles de Dina, de Christina et de son frère. Et pendant 3 semaines, ils vont être terriblement angoissés de ce silence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont eu un accident? Est-ce qu'ils ont été victimes de la mafia? Pourquoi on n'a plus de nouvelles? Et puis, début septembre, le 8 septembre 2013, très exactement, ouf! Ils appellent par hasard, encore une fois en visio, et là, Dina répond. Et elle voit sur Skype Dina et Christina. Alors là, c'est le grand soulagement. Ouf! Voilà, ils n'ont pas été kidnappés, ils n'ont pas eu d'accident, ils sont pas à l'hôpital, ils sont pas morts. Oh, elle les voit je dirais pas en chair et en os, mais enfin, elle les voit. Donc, une fois passée l'émotion, comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens, blabla, ils enregistrent la conversation. Bah, ils demandent quand même où est Christophe. Et là, à la grande surprise de Pierre et de Barbara, Dina leur dit: ah mais Christophe est au Luxembourg, il règle des affaires, il m'a pas dit exactement ce qu'il faisait, ni combien de temps il s'absentait, mais tout va bien, il est au Luxembourg pour des affaires professionnelles. Barbara et Pierre, bon, ils écoutent cette information, mais ils sont quand même inquiets. Ils trouvent que ça sent mauvais, ça les rassure pas beaucoup. Quoi, Christophe est au Luxembourg? Il nous prévient pas? Il vient pas nous voir? Nous, on est en France? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais malheureusement, ils sont tellement loin qu'ils sont bien obligés d'accepter cette explication. Un mois après cette explication vaseuse qui les a pas du tout rassurés, nous sommes en octobre 2013, ils sont toujours absolument morts d'inquiétude et d'angoisse, mais ils passent à la vitesse supérieure et engagent un avocat russe qui parle parfaitement français. Donc cette avocate représente la famille en Russie et elle va aller voir les autorités, la police russe, et du coup, une enquête va être ouverte pour disparition inquiétante. Alors la disparition, elle est prise au sérieux parce que Christophe, c'est un homme d'affaires richissime et dans un premier temps, la police pense peut-être à un kidnapping de la mafia russe. La police, elle va tout d'abord interroger la femme qui répète ce qu'elle a dit à Barbara et à Pierre, pas Christophe. Il est parti pour un voyage d'affaires au Luxembourg et franchement, moi, je n'en sais pas plus. Voilà, je n'ai pas de nouvelles, je ne peux rien vous dire de plus que ce que je sais. Il est au Luxembourg. L'épouse semble assez crédible. C'est un homme d'affaires, c'est normal qu'il se déplace. Donc du coup, la police la croit et l'enquête, eh bien, elle est au point mort. Et donc, malheureusement, pendant plusieurs mois, plus rien ne bouge. Barbara et Pierre, ils n'en peuvent plus d'attendre, ils n'ont aucune nouvelle des autorités russes. On les laisse complètement tomber. Pierre et Barbara vont attendre ainsi, sans aucune nouvelle, pendant 1 an. Et c'est en juillet 2014 que l'affaire va être confiée à une autre police, enfin à la police judiciaire russe, avec un commissaire qui, elle, va faire enfin bouger les choses et elle va tout reprendre à zéro. La commissaire va d'abord commencer par faire une enquête de proximité. Et c'est en interrogeant les voisins qu'elle va découvrir que Dina avait mis à la porte son mari. Eh oui, elle l'avait mis à la porte de l'appartement qu'il avait acheté avec son argent. Elle ne le supportait plus.
la police découvre que Dina avait un amant français qui s'appelle Olivier et qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire de la même agence matrimoniale qui lui a permis de rencontrer et d'épouser Christophe. Alors Olivier, c'est l'inverse de Christophe. C'est un dragueur, un homme chatteur qui sait parler aux femmes, beau, grand, musclé, voilà, qui plaît énormément. Et Dina avait une relation avec lui, adultérine, depuis environ 7 ans. Et puis, la commissaire de police, elle va également chercher des traces de sortie de territoire de Christophe. S'il est parti au Luxembourg, eh bien, ça se vérifie. Il doit y avoir des visas, des billets d'avion, des mouvements bancaires, et on s'aperçoit très vite que rien de tout ça n'a eu lieu. Ça veut dire qu'en fait, Christophe n'a pas bougé du territoire et qu'il est encore en Russie. Alors, Barbara et Pierre qui découvrent que Dina avait un amant depuis 7 ans, ils tombent des nues, ils n'en reviennent pas, c'est pas possible. Eh bien, si. En fait, Dina, elle aimait physiquement cet Olivier et matériellement Christophe. Et on s'aperçoit que elle l'a mis dehors et qu'elle l'autorise de temps en temps à venir rendre visite à sa fille. Ça, c'est les voisins qui disent que Christophe venait voir sa fille quand même assez régulièrement. La police également interroge la banque et on s'aperçoit qu'il y a des mouvements bancaires et notamment un énorme transfert d'argent d'environ 100 000 euros. Dina dit qu'elle avait une procuration pour mettre cet argent sur son propre compte et en analysant cette procuration, on s'aperçoit qu'elle a été falsifiée. Du coup, entre l'amant, le mari dehors, le transfert illégal d'argent, la police sait pertinemment que Dina a joué un rôle très important dans la disparition du mari. Pierre et Barbara en sont également convaincus, mais ils ne veulent pas couper les liens parce qu'ils veulent encore avoir des nouvelles de Christina et ils font semblant de croire à ce que dit Dina, à savoir qu'elle ne sait rien, que Christophe est parti au Luxembourg. Et ça leur fait mal de faire semblant de croire à cette histoire alors qu'ils savent pertinemment que Dina a malheureusement fait quelque chose à Christophe. La police russe, avec tous ces éléments en main, elle décide de faire une perquisition dans l'appartement de Christophe et de Dina. Mais cette première perquisition ne donne rien, il n'y a rien de probant. Dina est placée en garde à vue, elle continue de nier toute implication. Et elle comprend pas du tout ce qu'elle fait en garde à vue. Elle ne donne aucune explication sur le fait qu'elle ait transféré de l'argent. Bien sûr, la police va s'intéresser également à l'amant, mais elle s'aperçoit très vite qu'il n'a rien à faire dans cette histoire parce qu'il n'était pas là au moment de la disparition de Christophe. Donc il est éliminé tout de suite de la liste des suspects. Nous sommes maintenant en novembre 2014 et la commissaire chargée de l'enquête, elle lâche pas l'affaire et elle décide de faire une seconde perquisition à l'appartement de Christophe et de Dina. Alors, cette perquisition, elle est cette fois super minutieuse. Ils fouillent partout. Et les placards, sous le lit, le matelas. Ils inspectent le parquet, ils soulèvent même des lattes. Et lorsque Dina, elle s'aperçoit que les policiers, ils sont affairés à observer le parquet, là, elle change littéralement de tête. La police découvre à ce moment-là, entre les interstices des lattes du plancher, des traces de sang. Il est aussitôt prélevé en vue d'être analysé. On va essayer d'extraire l'ADN de ce sang pour voir à qui il appartient. Quand la police interroge Dina sur ces traces de sang qui viennent d'être découvertes, elle prend l'air complètement étonnée.
Elle ne sait pas du tout à qui appartient ce sang et qu'est-ce qu'il vient faire là. Elle joue les femmes, ahurie, elle comprend pas du tout ce qui se passe. La police découvre également lors de cette seconde perquisition une carte SIM. Cette carte était cachée. Donc, elle va être bien sûr analysée pour savoir ce que contient cette carte SIM. Quelque temps plus tard, on a les résultats des traces de sang découvertes et malheureusement, le couperet tombe. Ce sont bien les traces de sang de Christophe. Dina est aussitôt placée en garde à vue. Le contenu de la carte SIM est maintenant analysé et ce que contient cette carte SIM est absolument terrible. Dans un premier temps, la police va se rendre compte qu'en fait, elle détestait au plus haut point son mari. Preuve en est les SMS qu'elle envoyait à ses copines où elle expliquait qu'elle ne supportait plus Christophe, qu'il la dégoûtait, qu'elle en pouvait plus, qu'elle n'aimait pas avoir des relations physiques avec lui, elle aimerait le voir mort, elle aimerait l'empoisonner, bref, elle le hait au plus haut point. Et elle explique clairement qu'elle le supporte encore uniquement grâce à son argent. Et toujours en analysant cette carte SIM, grâce au bornage téléphonique, ils vont s'apercevoir que Dina a passé plusieurs appels et s'est déplacée dans une région qui s'appelle Pskov. C'est une région qui se situe à environ 300 km de Saint-Pétersbourg. C'est une vaste forêt. Voilà, c'est très isolé, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? Très intriguée par ce déplacement qui a lieu juste après la disparition de Christophe, la commissaire de police de Saint-Pétersbourg va contacter ses confrères à Pskov. La police de Pskov dit qu'effectivement, elle a bien trouvé un corps découpé, complètement brûlé, à part quelques prothèses dentaires, et ce cadavre non identifiable a été découvert dans la forêt, dans une malle. Les analyses ADN avec le sang retrouvé sur les lattes du plancher et le corps brûlé ne laissent absolument aucun doute. C'est malheureusement le corps de Christophe qui a été démembré et brûlé. La police maintenant va s'interroger sur le rôle exact de Dina. Elle a forcément des complices. Elle n'a pas pu toute seule découper son mari, le mettre dans la malle, le brûler. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé. On va découvrir, toujours sur la carte SIM, qu'elle a appelé à de nombreuses reprises son père, Victor. Il est bien sûr interrogé et se déclare innocent, mais il va quand même dire que Dina l'a contacté à plusieurs reprises parce qu'elle se sentait menacée, elle avait peur, elle avait besoin de la protection de son père. Père et fille nient farouchement avoir un quelconque lien avec la mort de Christophe. Cuisinée par la police russe, Dina va finalement avouer que c'est un dénommé Vassili qui a tué son mari Christophe. Alors elle raconte que ce Vassili, c'est un homme d'affaires plutôt véreux, limite qui fricote avec la mafia, et qu'elle comprend pas très bien comment Christophe a pu le rencontrer. En tout cas, il lui devait une certaine somme d'argent et que comme Christophe ne le remboursait pas, il s'est vengé et c'est lui qui a tué Christophe. Qu'elle a découvert son mari mort chez elle et que prise de panique, elle a dû appeler son père Victor au secours. Le père habite à plus de 800 km de Saint-Pétersbourg. Il va donc mettre plusieurs jours pour arriver et Dina raconte qu'elle a dû rester seule avec le cadavre dans la maison. Ensuite, une fois que le père est arrivé, Vassili va ordonner à Victor et à Dina de se débarrasser du cadavre et de ne rien dire, sinon il s'en prendra à Christina et à Dina. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver donc à 300 km dans cette forêt complètement isolée où Dina va aider son père à se débarrasser du corps, mais c'est quand même Victor qui va découper le cadavre, qui va le brûler et qui vont l'abandonner dans la forêt. C'est en mars 2015
que Pierre et Barbara apprennent l'épouvantable scénario. En fait, pour la police, c'est simple, c'est Dina qui a voulu se débarrasser de son mari parce qu'elle le détestait, il la dégoûtait, elle voulait vivre avec Olivier, mais profiter de l'argent de Christophe. Donc, très simple, on se débarrasse du mari. La police découvre que Dina a appelé son mari, elle lui a donné rendez-vous à l'appartement, et là, elle va l'assommer. Il n'est pas mort sur le coup, il est inconscient, il gît par terre, d'où les traces de sang sur le parquet, et elle va appeler son père Victor pour qu'il l'aide à se débarrasser du corps. Malheureusement, la suite, on la connaît. Ils mettent Christophe dans la malle, partent à 300 km de là, découpent le corps, le brûlent, ferment la malle et retournent tranquillement à Saint-Pétersbourg. En avril 2016 s'ouvre le procès de Dina. Elle est jugée pour le meurtre de son mari Christophe et pour escroquerie. Quant au père Victor, lui, il n'est pas jugé, car la loi russe ne sanctionne pas quelqu'un qui aide sa famille à se débarrasser d'un corps. Il n'y a pas de complicité, donc il est libre. Il a découpé son gendre, il l'a brûlé, il l'a mis dans une malle, mais il n'est pas complice, il est libre. Dina, quant à elle, suit toujours la même ligne de défense. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait en prison, elle n'y est pour rien, elle est innocente, elle n'a rien fait, c'est Vassili qui a tué son mari. Ceci dit, la cour n'y croit pas vraiment. Elle est condamnée à 14 ans de prison pour meurtre et détournement de fonds. La loi russe prévoit une réduction de peine automatique aux mères de famille de 3 ans. Donc, elle a 11 ans d'emprisonnement. Au grand désarroi de sa marraine et de Pierre, la petite Christina est confiée aux grands-parents maternels. N'oublions pas ce qu'a fait son grand-père. Et malgré tout, la justice autorise cet homme et cette femme à élever Christina. J'oubliais de vous dire que Dina a été déchue de ses droits parentaux. Pierre et Barbara sont absolument anéantis. Ils touchent le fond car ils n'ont pas le droit de s'occuper de Christina. Ils ne peuvent la voir que quelques heures en Russie, en Sibérie orientale, donc c'est quand même très très loin, et sous la surveillance du grand-père. Et on pourrait croire que l'horreur s'arrête là, mais il n'en est rien. Dina fait appel, elle prévient la télé, les médias s'en mêlent, on parle de l'affaire française. Elle a le droit de s'exprimer à la télé depuis la prison où elle clame à nouveau son innocence en disant que la famille française de son mari s'acharne sur elle et que Barbara et Pierre ont détruit sa vie. Et pour finir, sur décision de justice, Dina retrouve ses droits parentaux, mais elle va également bénéficier de l'héritage qui va avec. Pierre et Barbara font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'adopter Christina, mais malheureusement, c'est très très difficile. Ils ont écrit au président Macron, ils ont écrit au président Poutine, mais pour l'instant, la petite reste avec ses grands-parents en Sibérie orientale. Voilà, c'est une histoire encore une fois bien triste, mais je tenais personnellement à dire à Pierre et à Barbara que je suis vraiment de tout cœur avec vous, et je pense que tous les auditeurs également, et on vous souhaite vraiment beaucoup de chance pour essayer de récupérer votre petite Christina. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour l'histoire d'un nouveau crime sur ma chaîne 1001 Crimes.